chef d'état-major général des armées nigériennes est au Mali. Une visite d'amitié et de fraternité entre frères d'armes à l'agenda Audience Koulouba avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ainsi que la rencontre entre les chefs d'état-major généraux des armées maliennes et nigériennes. On fera le point de ces entrevues avec Abdul Karim Kaba et Mamari Koni. Dans ce journal, nous allons suivre le ministre de la Défense et des anciens combattants dans sa visite de routine du chantier de l'hôpital militaire de Banankoro. Le colonel Sadio Kamara suit de près l'évolution des travaux de ce futur hôpital de troisième référence qui va offrir aux Maliens de tous bords un service sanitaire de qualité. Deuxième rencontre d'échange des acteurs de la chaîne des dépenses publiques. Instituée depuis 2 ans, elle constitue un forum d'échange et de dialogue autour des mesures, règles et comportements visant à l'efficacité et l'efficience des dépenses dans un contexte de rareté des ressources. Le ministre de l'économie, Aoulusseini Sanou, a présidé la cérémonie d'ouverture. Le Sahaba a commencé aujourd'hui, jeudi à Bamako. Le salon de l'habitat de Bamako est à sa 7e édition avec comme thème Ville durable, enjeux et perspectives. Le Maroc est l'invité d'honneur du Sahaba 2023. Dans le viseur de la chronique Un jour une formule immigrée, Souri Ibrahima Keïta s'inspire de l'actualité après le retour massif au bercail de certains de nos compatriotes de la Tunisie. On en saura davantage en fin d'édition. Nous sommes le 9 mars. Bonsoir à tous. Le chef d'état-major général des armées nigériennes est au Mali. Une visite d'amitié et de fraternité entre frères d'armes. À son agenda, cette audience à Koulouba avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Au centre des entretiens, la situation sécuritaire et le compte-rendu de la rencontre que le chef d'état-major des armées du Niger a eue avec les responsables des femmes. Écoutons-le à sa sortie d'audience au micro de Mamari Koni. Ma délégation et moi-même avons été reçus par le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Au cours de cette audience, il a été question d'abord de transmettre les salutations amicales de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, son Excellence M. Bazoum Mohamed, et ensuite il était question de rendre compte de nos discussions avec nos camarades des FAMA. Les efforts entre les deux pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ont toujours été permanents. Il a été question aujourd'hui de faire un tour de cette coopération et voir comment nous pourrons rentabiliser davantage cette coopération sécuritaire entre nos deux pays. Et comme vous le savez, nous partageons une frontière commune de près de 800 km et il est de bon temps que nous nous retrouvons régulièrement pour faire le point de la situation de part et d'autre de la frontière pour le bien de nos populations respectives. Nos forces ont toujours été ensemble, nous travaillons toujours ensemble, nous évoluons sur le même terrain, nous soutenons les unes les autres, donc c'est permanent et il n'y a pas de surprise à avoir. Tout va bien et puis nous allons continuer à faire nos opérations comme par le passé. Poursuivons avec la délégation du chef d'état-major général des armées nigériennes. Cette rencontre avec son homologue malien, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, et le chef d'état-major des armées du Niger, le général de division Salifou Modi, 2 militaires de terrain qui ont eu à partager ensemble de nombreuses opérations le long de nos 2 frontières. Abdul Karim Kaba nous en parle. Renforcer les liens de coopération, notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité, tel est l'objet de cette visite du chef d'état-major général des armées nigériennes. Après les honneurs militaires, les 2 délégations ont eu une séance de travail. Consolider les acquis au long des frontières communes, c'est de cela qu'il a été question. Cette rencontre, c'est encore une nouvelle occasion de raffermir nos liens de coopération, surtout dans le domaine militaire, dans le domaine de la formation, dans le domaine des opérations et aussi échanger sur les opérations que nous menons ensemble. Comme vous le savez,
nous avons affaire à un ennemi commun qui est le terrorisme. Raffermir les liens pour faire face aux ennemis communs afin de relever les défis, notamment la sécurité des populations et de leurs biens. C'est toujours que nous puissions poursuivre notre coopération militaire, que nous puissions continuer nos opérations sur le terrain, puisque nous faisons partie d'un cadre, le cadre du CEMOC, qui veut que nous puissions redynamiser les patrouilles le long de notre frontière commune. Et le Niger, le SEMA du Niger et le président du CEMOC. À l'issue des échanges, il y a eu des points de convergence de vue par rapport à la sécurité et la coopération entre les deux armées. Suivant à présent le ministre de la Défense et des anciens combattants dans sa visite de routine du chantier de l'hôpital militaire de Banankoro. Le colonel Sadio Kamara suit de très près l'évolution des travaux de ce futur hôpital de troisième référence qui va offrir aux Maliens de tous bords un service sanitaire de qualité. En tous les cas, c'est la volonté affichée par les autorités de la transition en donnant vie à ce projet. Abdoulaye Sako, reportage. Le futur hôpital militaire de Banankoro, situé à quelques kilomètres de la capitale, prend forme. À ce stade, les travaux s'acheminent vers les finitions. Il est possible d'identifier par exemple le bâtiment des hospitalisations avec une capacité d'accueil de 279 lits ou celui dédié aux consultations. Le responsable du département de la Défense a tenu à voir de près les moindres détails afin de s'assurer de l'évolution des travaux. Le chantier évolue très bien, de façon satisfaisante. Et nous avons insisté sur les délais. Il y a quelques difficultés, certes, mais nous allons les aider à régler ces quelques problèmes. On nous a rassuré que le délai sera respecté. Le délai sera respecté. Sans ambiguïté, le délai sera respecté. Nous, ce qui nous faisait peur, c'était quand on était au niveau des fondations. Parce que tous ces bâtiments sont prévus pour prendre ceux qui sont R+2 pour prendre jusqu'à R+5. Ceux qui sont R+1 pour prendre jusqu'à R+3. Donc les fondations sont suffisamment solides. Cet hôpital de troisième référence est le maillon qui manquait à l'organisation sanitaire du Mali en général et à l'armée en particulier. Le projet de l'hôpital militaire est un projet présidentiel. Notre rêve est en train de devenir une réalité aujourd'hui. L'hôpital viendra compléter les structures de prise en charge de nos malades au niveau militaire. C'est un hôpital de référence. Ça va nous aider à prendre en charge efficacement nos blessés. Le premier facteur. Le deuxième facteur, les évacuations qu'on faisait sur l'extérieur, on le fait rappeler. Au cours de sa visite sur les chantiers, le ministre en charge de la Défense a croisé des femmes qui travaillaient au même titre que les hommes. Impossible pour lui d'achever ce tour sans leur adresser un mot. Je profite de votre micro pour souhaiter une bonne fête à toutes les femmes du Mali. Singulièrement les femmes qui sont ici sur le chantier de l'hôpital militaire. Nous avons compris que avec ces femmes, nous allons réussir ce chantier. Oui, nous sommes au lendemain de la célébration du 8 mars, tenue en grande pompe au stade Omnisport Modibo Keïta. Pour rappel, le président de la transition en tête de l'événement a dans son discours mis en relief le rôle important des femmes pour la réalisation des réformes politiques, le référendum et les élections. Je vous propose de l'écouter ce soir sur un autre aspect de ses attentes vis-à-vis des femmes du Mali, un extrait choisi par Sira Badjili. Je voudrais ici lancer un appel aux femmes du Mali et constituant plus de la moitié de la population, de l'intérieur comme de l'extérieur,
à rester mobilisés aux côtés des autorités de la transition pour la refondation du Mali. Car les défis auxquels notre pays fait face sont nombreux et multiformes. Des réformes politiques et administratives à l'organisation du référendum et des élections, avec en toile de fond la sécurisation du territoire face à la persistance du terrorisme, la tâche est de toute évidence immense. Qu'à cela ne tienne, nous y parviendrons par la grâce de Dieu et la détermination des Maliens. Nous devons nous appuyer sur nos valeurs de solidarité, de cohésion sociale, de réconciliation et de tolérance, facteurs de vivre ensemble. Et en la matière, les femmes ne manquent pas de ressources pour nous y conduire. Dans ce processus, le rôle de mère, d'épouse et de fille leur confère un statut social majeur. Présent dans tous les domaines d'activité de la vie, les femmes sont le fondement de la prospérité de toute société dans son ensemble. Leur insertion socio-économique constitue un atout majeur pour un développement harmonieux. Je félicite le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et l'ensemble du gouvernement pour les efforts fournis, les organisations de femmes pour leur engagement, les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement, tout en vous rassurant de la volonté des autorités de la transition d'amplifier les actions de promotion et de protection des droits des femmes et des filles. Je souhaite une agréable journée commémorative aux femmes du Mali et d'ailleurs. Ensemble, nous ferons le Mali croix, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Et nous avons ce communiqué de la coordination des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali qui a suivi avec un grand intérêt la remise officielle au président de la transition chef de l'État du projet de constitution finalisé par une commission d'experts nationaux qui ont bénéficié de sa confiance. La coordination des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali félicite le président de la transition chef de l'État, le premier ministre chef du gouvernement, le président du Conseil national de transition CNT, la commission de rédaction de la Constitution, toutes celles et tous ceux qui ont contribué à son élaboration conformément aux aspirations profondes des Maliens exprimées lors des assises nationales de la refondation. Elle invite ses milliers de membres à l'approuver lors du référendum qui sera consacré en votant tout simplement oui. Partons à Doha où le Premier ministre a offert hier soir un dîner à l'ensemble de la délégation malienne et au personnel de l'ambassade du Mali au Qatar. Occasion pour lui de les remercier au nom du Mali pour leur pleine participation aux travaux de cette 5e conférence sur les PMA. Pour lui, la voix du Mali a bien résonné à travers les contributions de la délégation malienne au panel, table ronde et aux séances plénières. Il a aussi profité pour rendre hommage à toutes les femmes du Mali. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention au micro de nos envoyés spéciaux Aruna Djara, Sidiki Dameli. Le fait de pouvoir médiatiser ce qui s'est passé ici pendant toute la durée du forum, on a parlé du Mali sur nos médias, ce que vous faites chacun ici. Les médias internationaux aussi en ont parlé. L'ambassadeur, son équipe à l'ambassade, son assistance particulière avec laquelle on a discuté aujourd'hui même, ont fait de leur mieux avec le ministre des Affaires étrangères pour que la voix du Mali puisse porter d'un pays qui est géographiquement petit, mais qui a une grande influence dans le monde. Et saluer aussi son Altesse qui a déclaré la part du Qatar pour aider les pays les moins avancés pour les 10 années qui viennent. Notre président a demandé que les pays dits développés ne s'arrêtent pas seulement aux déclarations, qu'ils interviennent. Nous, nos priorités, nous les avons déclinées. La sécurité d'abord, physique, sécurité alimentaire, de santé, éducative, la stabilité institutionnelle à laquelle nous travaillons, parce que ce sont les conditions sine qua non pour qu'un pays se développe. Je termine encore par vous remercier tous sans exception ici. Il n'y a pas de petits participants, depuis les photographes jusqu'au ministre, en passant par tout le monde,
Parce que les photographes et les hommes de médias aussi, non seulement travaillent pour aujourd'hui, mais ils travaillent pour l'histoire. C'est pour cela que nous voulons tout faire pour ne pas rester dans les considérations idéologiques avec le président, faire en sorte que l'histoire récente de notre pays ne se résume pas en noir et blanc. Tous les régimes qui se sont succédés, regardons clairement qu'est-ce qui leur a manqué pour qu'on ne commette pas les mêmes erreurs. Mais cela ne peut pas aller sans les femmes et les jeunes. Je voudrais saluer toutes les femmes qui sont parmi nous et celles qui ne sont pas là aujourd'hui pour la fête du 8 mars. Vous avez vu chez nous notre président qui ne sort pas beaucoup de son bureau et aller saluer les femmes maliennes. J'ai dit les femmes, c'est tout pour nous, ce sont nos mamans, ce sont nos femmes, ce sont nos filles, ce sont nos amies, ce sont nos confidentes. Sans elles, rien ne peut marcher. Troisième étape de la visite des écoles des nouvelles régions par la commission éducation du CNT à San. Les missionnaires ont été marqués par la situation préoccupante de l'Institut de formation professionnelle. Le centre reçoit chaque année de nombreux élèves dans des conditions de travail de plus en plus dégradantes. Salima Tandao, Abdul Salam Bambara, envoyés spéciaux. À San, le tableau des structures scolaires est presque identique à ceux de Bougouni et Koutiala. Les besoins sont énormes pour faire de l'école un lieu d'apprentissage où les enfants sont épanouis. Bâtiments vieillissants, dégradants, manque de clôture, j'en passe. Ici, l'Académie d'enseignement met l'accent sur les conditions de travail précaires de l'Institut de formation professionnelle IFP. Avec les orientations, on envoie beaucoup d'élèves là-bas et il y a des filières qu'il faut développer et souvent nous avons des difficultés parce qu'il n'y a pas de moyens. Et notamment cette année, nous avons créé une filière d'électricité où il y a beaucoup d'enfants qui vont vers là-bas où il n'y a pas de moyens. C'est pourquoi nous avons souhaité que le président de la commission soit là-bas pour voir réellement les conditions dans lesquelles nous travaillons. Les membres du Conseil national de transition soutiennent les cris de cœur du directeur de l'Académie. Ainsi, un SOS est lancé pour l'IFP de San. Les pères de l'école malienne avaient pensé à créer cette structure pour permettre aux uns et aux autres de construire le pays. Et nous, puisque nous sommes en refondation, nous sommes en train de construire le nouveau pays, le nouveau Mali, il est très important et très utile que nous ayons des ouvriers qualifiés pour faire le travail chez nous ici. Parce que la résilience commence par là. La résilience commence par être maître de son destin. Et on est maître de son destin que lorsque on a des gens qui travaillent et qui peuvent faire quelque chose de positif pour les entreprises de chez nous. La remise des cartons de craie à l'Académie d'enseignement a mis fin à cette étape de San. 16e édition ordinaire du conseil d'administration du centre de formation des collectivités territoriales. Les administrateurs se sont penchés, entre autres, sur l'état d'exécution du programme d'activité et du budget de 2022 et le projet de budget 2023. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nouhoum Sissoko, reportage. Cette 16e session ordinaire du conseil d'administration du CFCT, Centre de formation des collectivités territoriales, a examiné le bilan des activités réalisées et le niveau d'exécution du budget de 2022. Un budget exécuté à hauteur de 86% et les ressources propres mobilisées à 89%. Les activités en baisse comparativement à 2021 ont connu un taux d'exécution de 63%. Les formations réalisées par le CFCT en 2022, notamment dans le domaine de l'état civil, la maîtrise d'ouvrage des investissements, la gouvernance financière et la passation des marchés publics ont bénéficié à plus de 2900 élus et agents des collectivités territoriales sur toute l'étendue du territoire national. À cela, il faut ajouter le choix hautement stratégique fait par le CFCT en faveur de la digitalisation pour l'amélioration de l'offre de formation de tous les acteurs de la décentralisation. Ces formations contribuent dans une large mesure à l'amélioration de la gouvernance publique et à la fourniture de services publics de qualité à nos concitoyens, lesquels figurent en bonne place dans la vision et les orientations stratégiques de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Pour l'émergence des collectivités territoriales dans le cadre de la refondation
de l'État. Les appuis qui étaient attendus des partenaires qui n'ont pas pu être mobilisés, nous avons su faire preuve des capacités d'anticipation, de proactivité et surtout de résilience. Donc nous allons amplifier nos efforts d'accompagnement des collectivités pour un meilleur exercice des compétences qui leur sont reconnues et au bénéfice des concitoyens. En perspective, le CFCT ambitionne d'enclencher des actions d'envergure consignées dans un programme d'activité soumis aux administrateurs pour examen. En effet, le projet de budget du CFCT au titre de l'exercice 2023 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme d'1 684 943 645 francs CFA contre 1 754 531 045 francs CFA en 2022, soit une diminution de 69 587 400 francs CFA, environ 4%. Le centre de formation des collectivités territoriales vise la formation professionnelle de base des nouveaux fonctionnaires des collectivités territoriales, la formation continue ou le perfectionnement des élus et des agents des collectivités territoriales, la contribution aux études et recherches en matière de décentralisation et de développement local. À Kita, les administrateurs de l'Agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal tiennent la 12e session de leur conseil d'administration. Mahamadi Alioubari, correspondance. Sur la table de cette 12e session du conseil d'administration, les délégués venus des régions de Kayi et Kita, aussi bien que du ministère du développement rural, passent en revue le procès verbal de la session précédente, le point d'exécution des recommandations ainsi que le rapport annuel de performance 2022 et les perspectives pour 2023. La DRS en tout cas a accompli des progrès tant en matière d'aménagement qu'en termes de formation. Donc vous avez constaté effectivement que 150 hectares ont été aménagés de bas-fonds et de mares. Il y a le pont sur le Daroumé qui a été finalisé après presque plus de 2 ans de chantier. Donc ça, c'est un effort considérable. Ce pont a coûté plus de 1,2 milliard. En matière de perspective, nous sommes en train en tout cas d'évoluer sur la base des acquis du passé. Et la requête aujourd'hui du PERCEP, le projet de renforcement de la sécurité alimentaire à travers l'irrigation de proximité, très avancé en termes de préparation. Nous avons déjà un accord de financement du bailleur de fonds, c'est-à-dire la BID, la Banque islamique de développement, pour un montant qui atteint 18 millions d'euros. Il est de notre devoir, en tant qu'autorité administrative, en tant que partenaire du programme, d'être là pour soutenir le programme, l'aider dans ses orientations et même aider à la mobilisation des fonds qu'il programme pour soulager les souffrances des populations. Le budget prévisionnel de l'Agence pour le développement rural de la vallée du fleuve Sénégal, ADRS, pour 2023 se chiffre en recettes et en dépenses à 5 842 453 128 francs CFA contre 6 351 516 250 francs CFA en 2024, soit une diminution de 8,01%. Dans le cadre de la résilience face aux effets du changement climatique, 405 hectares de terres dégradées ont été protégés, dont 400 hectares en cordon pierreux et 5 hectares en reboisement. Concernant le renforcement des capacités, 306 producteurs ou exploitants agricoles et 25 agents de l'ADRS ont été formés sur des thématiques appropriées. Dans la région de Kita et de Kayi, l'ADRS contribue à la production agricole, la protection de l'environnement, bref, l'amélioration des conditions socio-économiques des populations. Et justement, à Kita, on vous signale que le chef de l'exécutif régional et Daouda Maïga et les populations de Kita ont accueilli la mission d'information et de sensibilisation sur le trafic ferroviaire au plan national. Des équipes du département du transport de la Somafer vont faire l'escale sur l'ensemble des gares ferroviaires pour véhiculer des messages sur la relance prochaine du train voyageurs conformément aux orientations des autorités. Et pour l'occasion, nous allons
probablement écouter Madame le ministre avant la fin de ce journal. Le ministère de l'économie et des finances réunit les acteurs de la chaîne des dépenses publiques au CICB. C'est à la faveur de la deuxième rencontre sur les dépenses publiques. Instituée depuis 2 ans, elle constitue un forum d'échange et de dialogue autour des mesures, règles et comportements visant à l'efficacité et l'efficience des dépenses dans un contexte de rareté des ressources. Autrement, réfléchir à des mécanismes pour une meilleure gestion des dépenses publiques. Le ministre Aoulisseine Sanou a présidé la cérémonie d'ouverture, nous dit Boubacar Bablitouri. Les contraintes de la gestion des dépenses publiques, les acquisitions du coût des biens et des prestations de services, la catégorie des inflations aux règles d'exécution des dépenses et la promotion de la production nationale et de l'outil de production à travers la commande publique. Ces thèmes nous interpellent tous. En tant qu'acteurs de la chaîne des dépenses publiques, à une prise de conscience et de responsabilité dans la bonne mise en œuvre du budget afin d'atteindre efficacement les objectifs des politiques publiques. Les responsables du budget, des marchés publics, du contrôle financier et les directions des finances et matérielles sont plus que jamais interpellés pour assurer une bonne rationalisation, une efficience en termes de délai, de coût et de pertinence de la dépense et une moralisation des dépenses publiques. Et le ministre Sanou de conclure que la bonne gouvernance exige de tous et de chacun un comportement responsable dans le respect des textes face au bien public. Le Sahaba a commencé aujourd'hui jeudi à Bamako, pour 3 jours. Le Salon de l'habitat de Bamako est à sa 7e édition avec comme thème « Ville durable, enjeux et perspectives ». Le Maroc est l'invité d'honneur du Sahaba 2023 qui enregistre aussi la présence d'exposants venus de plusieurs pays de la sous-région. Ba Traoré pour le compte-rendu. Le Sahaba, Salon de l'habitat de Bamako, réunit les professionnels du secteur de l'habitat du Mali et ceux de la sous-région pour un partage d'expériences. Bamako, capitale de l'urbanisme et de l'habitat pour 3 jours, ainsi en a décidé la PIM, l'Association des promoteurs immobiliers du Mali. Ces acteurs sont convaincus que la ville est le moteur de tout développement socio-économique et environnemental. La présente édition vise un certain nombre d'objectifs, notamment offrir aux professionnels du secteur de l'immobilier un cadre de rencontres et d'échanges interprofessionnels en vue de créer une synergie des actions en faveur du secteur de l'habitat, faire découvrir au public les opportunités d'accès au logement à travers le programme immobilier. Le Maroc est l'invité d'honneur de cette 7e édition du Sahaba. Cette rencontre a pour thème Ville durable, enjeux et perspectives. Occasion pour le royaume chérifien de saluer la coopération sud-sud pour le développement de l'habitat. Ce partenariat devra être amplifié et renforcé entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la République du Mali à l'occasion de la tenue de cette 7e édition du Salon de l'habitat de Bamako Sahaba 23, qui devra constituer un lieu d'échange, de partage d'expériences et de bonnes pratiques, voire d'espace de dialogue et d'orientation des politiques des pays africains en matière d'habitat et de promotion immobilière. Au moment où le représentant du patronat du Mali exprime son soutien à l'initiative, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers d'Afrique de l'Ouest, l'Ivoirien Siriki Sangaré, salue à son tour ces partages de bonnes pratiques entre les professionnels du secteur. Et le ministre sénégalais en charge de l'habitat d'attirer l'attention de l'auditoire sur les déséquilibres créés par l'urbanisation galopante en Afrique. Les mutations mondiales profondes en cours et qui perdureront encore très certainement nous obligent, nous pays ayant les mêmes réalités, ayant la même histoire. Nous pays partageant des histoires communes, dis-je, des destins communs, et étant au service des populations ayant un idéal commun, à nous liguer comme un seul homme pour réussir cette noble mission qui est de donner plus de dignité à nos concitoyennes et nos concitoyens. L'accès du plus grand nombre de Maliens à un logement décent est l'une des priorités du gouvernement de transition. C'est pourquoi une attention particulière sera réservée aux conclusions de cette 7e édition du Salon de l'habitat. Malgré la complexité de la crise qui affecte le Mali depuis une décennie et dont il se relève progressivement grâce à la résilience de l'ensemble de ses filles et de ses fils, les acteurs de l'habitat ont toujours placé
au cœur de leurs préoccupations l'accès du plus grand nombre de Maliens à un logement décent à moindre coût. À cet égard, il me plaît de rappeler que cette vision est une priorité constante de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Échange de trophées, des cadeaux et visites des stands ont été les autres temps forts de cette cérémonie d'ouverture. Lancement du programme de promotion des systèmes de culture agroécologiques et des sols. C'était à l'Ikrizat, à Sabanko, Mamadou Fane, compte rendu. Les changements climatiques sur l'agriculture dans les pays du Sahel ont affecté considérablement la productivité. La pauvreté des sols et la faible pluviométrie sont les conséquences de cette situation. Il devient donc impératif pour le Mali de trouver des alternatives en mettant l'accent sur l'agroécologie, d'où cet atelier de lancement du programme des systèmes agroécologiques et protection des sols. Ainsi, le projet vise à améliorer la durabilité et la résilience de l'agriculture pluviale familiale qui est particulièrement affectée par le changement climatique. Cela à travers la promotion de l'utilisation responsable des sols et des ressources en eau basées sur les principes de l'agroécologie et de la conservation. D'un coût de plus de 10 milliards financés par l'Allemagne à travers la KfW et le gouvernement malien, ce programme contribuera à la transformation structurelle des chaînes de valeur agricole pour une croissance inclusive et durable. L'agroécologie apparaît aujourd'hui comme l'un des moyens les plus efficaces pour assurer l'agriculture durable. Elle contribue largement à la résilience des populations, notamment celles du Sahel, qui ne cessent de se battre contre le changement climatique pour leur survie. Ce projet, bien qu'il vise la promotion des systèmes de culture, reste néanmoins transversal dans ses objectifs de protéger l'environnement et de conserver les eaux et les sols. Ce programme qui couvre les cercles de Kaye, Yelimane, Kolokani, Koulikoro, Kadiolo et Sikasso a une durée de 5 ans. Environ 120 000 personnes bénéficieront des avantages de ce programme. Journée d'hommage aux aînés, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs qui ont fait valoir leur droit à la retraite. Et c'est un ministre de l'enseignement supérieur visiblement heureux qui a pris part à l'événement où on magnifie la reconnaissance et le mérite de ces hommes et femmes engagés pour le Mali. Compte rendu de cérémonie avec Jules Sambou-Sissoko. La journée d'hommage aux aînés est une initiative des enseignants-chercheurs et de l'ensemble du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle vise à célébrer les enseignants, les chercheurs, les personnels administratifs et techniques à la retraite, vivants ou décédés. Qu'est-ce qui m'a inspiré, moi et ma commission? C'est le recueillement, la reconnaissance, la méditation. Vous avez été formés par des hommes et des femmes qui vous ont donné plus que de l'or ou du diamant, des savoir-faire, des savoir-être. On est en train de remettre des attestations de reconnaissance à tous. 708 attestations. Les aînés qui ont tenu le Mali en transmettant des valeurs méritent bien un hommage appuyé, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Amadou Keïta. Je suis très comblé en tant que ministre, mais surtout en tant qu'enseignant-chercheur. Cette journée d'hommage a été organisée en l'honneur de nos aînés. De 1960 jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont travaillé pour notre système éducatif et surtout pour notre enseignement supérieur. Ce sont des personnes qui ont travaillé souvent dans des conditions extrêmement difficiles, qui se sont totalement sacrifiées pour former le capital humain pour notre pays. Alors il était de notre devoir en tant qu'anciens chercheurs de cette époque de pouvoir leur rendre un hommage mérité. C'est vous dire que les anciens chercheurs du Mali ont mis en avant une valeur cardinale de notre société qui est la reconnaissance des anciens et surtout la reconnaissance du mérite.
La première édition de la journée d'hommage aux aînés s'est tenue dans l'amphithéâtre Ola Magna de la faculté d'histoire et géographie sur la colline de Bas-de-la-Bougou. Le Centre national d'odontostomatologie porte désormais le nom de feu professeur Amadi Traoré. Ancien directeur du CHI Sénos, il fut l'un des tout premiers médecins dentistes du Mali. Barakissa Ouattara et Yacouba Kouni ont suivi la cérémonie. Décédé le 5 novembre 2021, le professeur Amadi Traoré a dirigé le Centre national d'odontostomatologie de 2019 à 2021. De par ses qualités humaines et professionnelles, l'Ordre des chirurgiens dentistes et l'ensemble du personnel du centre ont décidé de perpétuer sa mémoire en baptisant le CHU Sénos en son nom. Nous, personnel de cette structure, porterons haut les engagements de notre regretté directeur général. J'ai nommé le professeur Amadi Traoré. Ces engagements nous serviront sans nul doute de boussole d'orientation pour un meilleur rendement et un meilleur renforcement des capacités tant au niveau des ressources humaines, équipements et matériels de notre structure. Le CHU Sénos porte dorénavant le nom professeur Amadi Traoré. Cette décision nous honore, nous remplit de bonheur et soulage nos cœurs brisés. Par la disparition de notre regretté enfant, père, frère, beau-fils et conjoint, le professeur Amadi Traoré. La ministre de la Santé et du Développement social, témoin des avancées faites au CHU Sénos en son temps, n'a pas hésité à soutenir cette initiative. C'était un grand humanitaire dans son domaine. Et en tant que professeur également, il a beaucoup contribué au développement de la profession. Et là aussi, je suis témoin d'étudiants dont il a initié quand même la formation. Le laboratoire qui fabrique les prothèses, qui est aussi son initiative. Donc, il a mené beaucoup d'actions comme ça. À la fin de la cérémonie, des bénédictions ont été formulées à la mémoire du héros du jour et afin que le CHU Sénos, professeur Amadi Traoré, connaisse de lendemain meilleur. Un mot des festivités du 8 mars, l'association Solidarité des femmes travailleuses de la CANAM a procédé à une remise de dons aux blessés de guerre et à une campagne de sensibilisation contre la fraude. Suleiman Sidibé. À l'instar des autres femmes, l'association Solidarité des femmes travailleuses de la CANAM a célébré la journée internationale de la femme en 2 phases. La première consiste à donner des vivres aux blessés de guerre à travers le service social des armées. Des vivres composés de 80 sacs de riz, 80 bidons d'huile, 80 cartons de savon et 80 sacs de pâtes alimentaires. Une façon pour ces dames de la CANAM d'apporter leur soutien aux forces armées maliennes. Nous, les femmes de la CANAM, nous avons décidé de célébrer autrement le 8 mars en apportant des denrées alimentaires, un soutien matériel à nos femmes qui sont sur le terrain et c'est grâce à eux que nous sommes là. Cette idée va directement colle très bien avec le thème national retenu pour la journée internationale de la femme, à savoir femme, actrice du développement, debout pour la paix, la sécurité et la réconciliation nationale. Et je profite également de votre micro pour souhaiter un prompt rétablissement à nos vaillants militaires qui sont blessés pour défendre notre territoire. Cet acte patriotique et philanthrope des femmes de la CANAM est salué par le premier responsable du service social des armées. C'est en prélude aux festivités marquant la journée dédiée à la gente féminine que les femmes travailleuses de la CANAM, soucieuses de la situation sécuritaire qui prévaut dans notre pays, ont bien voulu faire une donation à ces braves soldats qui sont blessés en défendant l'intégrité territoriale de notre nation. La deuxième phase a été une campagne de sensibilisation contre la fraude au CCRF de la commune 1.
Allez, on va visionner ensemble quelques extraits du long métrage Toulaye, un film inspiré d'une histoire réelle traitant de la question des violences. Le film projeté expressément le 8 mars, journée dédiée aux femmes, est une façon pour l'Association des femmes pour l'image du Mali de contribuer à une prise de conscience de chacun face à l'énormité des violences faites aux femmes, particulièrement. La projection, c'était à l'ex-cinéma Babemba. Alpha Meiga y était pour nous. Reportage. 90 minutes, soit le temps réglementaire des matchs de football. C'est la durée de l'œuvre cinématographique intitulée Toulaye, projetée au Magic Ciné ex-Babemba. Toulaye est un long métrage de fiction inspiré d'une histoire réelle traitant de la question des violences basées sur le genre, des droits des femmes et des enfants, de l'épanouissement et de l'autonomisation des femmes. Le film est composé de plus de femmes que d'hommes. On a une 60aine de personnages qui ont joué dans ce film, beaucoup de comédiens. Tous les décors sont à Bamako. On a tourné tout le film ici. On a tourné en 2 semaines. L'héroïne du film, une femme battante qui vivait en parfaite harmonie avec son mari jusqu'à ce que sa belle-sœur, Sira, divorcée, retourne en famille et fait de sa vie un calvaire total. Le couple ne s'entend plus depuis que Sira a fait de Toulaye son ennemi juré sous les yeux de leur fille Sanata, qui décidera de créer une association pour lutter contre toute forme de violence. Le cinéma malien a de l'avenir, le cinéma malien est en train de bouger. En septembre, on avait 4 films, en janvier 4 films, 8 mars aujourd'hui nous avons un film. Et le cinéma doit bouger avec les femmes. C'est pourquoi le CNCM ne ménage aucun effort pour accompagner la FIM qui joue un rôle extrêmement important de fédération des femmes de l'image. Le film projeté le 8 mars, journée dédiée à la femme, apporte sa contribution à la lutte commune pour les droits des femmes, principal pilier de notre société. Étant femme de l'image, qu'est-ce qu'on peut montrer? Qu'est-ce qu'on peut dire sur la vie des femmes si ce n'est pas nous-mêmes? On ne peut rien faire sans les hommes. Après, avec ce film-là, on a fait, mais on a essayé d'être coaché par les hommes. C'est pour dire qu'on ne peut rien faire sans les hommes. C'est que femme veut, Dieu le veut. L'Association des femmes de l'image du Mali est une organisation regroupant les femmes professionnelles des différents métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Signature de partenariat entre le CNU et la compagnie théâtrale Ancablon. Dans les clauses du partenariat, la compagnie théâtrale est tenue de faire aimer aux étudiants l'art et la culture et aussi donner vie aux espaces universitaires par des représentations théâtrales. Adama Traoré nous en dit plus. Le Centre national des œuvres universitaires CNU a pour mission de promouvoir l'art, la culture et les loisirs en milieu scolaire et universitaire. C'est pourquoi le CNU s'est engagé aux côtés de la compagnie théâtrale Ancablon à travers un partenariat. Il a pour but d'une part de former les étudiants et d'autre part d'animer les espaces universitaires. Demandez à nos étudiants de vraiment bien profiter de ces partenariats, de mettre ces partenariats à profit pour encore enrichir la vie en résidence, sinon en milieu universitaire. Ce partenariat est l'occasion pour la compagnie théâtrale Ancablon de faire découvrir aux étudiants l'art dans sa composante. En venant à l'espace universitaire pour présenter des activités artistiques, mais notamment théâtre ou d'autres actions, ça permet déjà aux étudiants de comprendre c'est quoi l'art, c'est quoi le théâtre. Aujourd'hui, vous avez assisté à des spectacles, les étudiants ont découvert ce spectacle et déjà, ça fait un débat, ça fait cogiter dans la tête, ça fait des réflexions. Donc cela veut dire que c'est un apport au niveau étudiant de découvrir les arts, mais aussi voir des thèmes de société qui sont traités avec des actions artistiques et ça, c'est un plus. Auparavant, l'assistance a eu droit à une représentation théâtrale sur la violence basée sur le genre. La scène a mis en lumière cette mauvaise pratique dont les conséquences sont désastreuses. À la gare ferroviaire de Bamako, le ministre des Transports a lancé ce matin la mission d'information et de sensibilisation sur le trafic ferroviaire au plan national. Là-dessus, je vous propose d'écouter Dambele Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a demandé de tout mettre en œuvre
pour que le trafic ferroviaire puisse redémarrer. Donc on a fait un programme de mise en œuvre des activités prioritaires. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est la mise en œuvre de ce programme tend vers sa fin. Donc aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre du lancement d'une mission de sensibilisation, d'information des localités traversées par le chemin de fer. Donc ça fait combien d'années que le chemin de fer est en arrêt? Donc nous allons démarrer le trafic voyageur et pour ça, dans les programmes que nous avons établis, on a décidé d'aller rencontrer les collectivités locales de toutes les localités traversées par les trains pour les sensibiliser, les informer et pour leur donner les messages comme quoi le train va démarrer dans un plus bref délai. Avec Boubacar Bablé-Touré, revenons sur la deuxième rencontre sur les dépenses publiques. 2022 a été une année particulièrement difficile pour notre pays. Elle a été marquée par diverses crises, notamment sécuritaires, sanitaires, l'embargo ajouté à la crise russo-ukrainienne. Des situations qui ont eu un impact considérable sur la gestion des dépenses publiques. Comment renverser cette tendance pour une meilleure gestion de ces dépenses? C'est l'objectif de cette rencontre d'échange entre les acteurs de la chaîne des dépenses publiques. Cet atelier d'échange entre les acteurs de la chaîne des dépenses publiques que nous avons institué depuis 2 ans constitue un forum d'échange et de dialogue autour des mesures, des règles et des comportements visant l'efficacité et l'efficience des dépenses dans un contexte, comme je l'ai dit, de rareté des ressources. Comme vous le savez, ces dépenses publiques servent de catalyseur à la promotion de l'investissement privé et donc à la croissance. Deuxième du genre, cette rencontre porte sur 4 thématiques. Les contraintes de la gestion des dépenses publiques, les acquisitions du coût des biens et des prestations de services, la catégorie des inflations aux règles d'exécution des dépenses et la promotion de la production nationale et de l'outil de production à travers la commande publique. Ces thèmes nous interpellent tous. En tant qu'acteurs de la chaîne des dépenses publiques, à une prise de conscience et de responsabilité dans la bonne mise en œuvre du budget afin d'atteindre efficacement les objectifs des politiques publiques. Et le ministre Sanou de conclure que la bonne gouvernance exige de tous et de chacun un comportement responsable dans le respect des textes face au bien public. Et nous arrivons à la chronique du jeudi. Décidément, il n'est plus facile d'être immigré ou émigré par les temps qui courent. Pourtant, ce sont ceux qui défient tous les affres de la nature pour doublement participer au développement des leurs et de leurs hôtes. Après un retour massif au bercail il y a juste quelques jours, les immigrés sont aujourd'hui dans le viseur de la chronique Un jour, une formule signée Souri Ibrahima Keïta. Chantés comme héros dans leur pays d'origine, décriés comme de véritables pestiférés dans les pays d'accueil. Ils ont en commun un statut et un nom, immigrés. Les migrants ont des sorts très difficiles. La migration, c'est un phénomène naturel. Parmi les destins des candidats à l'immigration, et les causes profondes même de cette migration, le manque de perspectives ou le manque d'emploi. Ils contribuent à la fois à la construction de l'édifice de leur destination et à l'enrichissement du foyer de leur provenance. Une activité vieille comme le monde que certains tentent aujourd'hui d'habiller avec le manteau des crimes de lèse-majesté, élargissant du coup la liste des nouvelles menaces qui planent sur l'humanité. La migration, c'est un phénomène qui n'a pas commencé aujourd'hui. Pour atteindre cette migration, il faut avoir des perspectives. Et perspectives de réinsertion, d'intégration, de développement. On le sait, l'économie mondiale a toujours affiché 2 variables et une constante. Il y a soit du travail ou un marché grand ouvert et on va chercher la main-d'œuvre là où elle existe. Mais dès qu'il y a crise, les immigrés deviennent des fusibles tout trouvés. D'évidence, quand l'économie éternue,
la politique tous. Très souvent, si la mauvaise gouvernance arrive ou qu'ils n'ont pas de perspective à gérer le pays, souvent les présidents ou les chefs font le doigt sur les migrants, soit disant que ce sont eux qui ont venu récupérer tout le travail des citoyens. On est très loin des époques où l'Occident et l'Orient venaient puiser dans les réserves des braves valides de l'Afrique, au nom des colonisations et autres traites, sous le couvert de la civilisation. C'est vrai? Peau noire, masque blanc et dents. La résilience et l'engagement du peuple malien doivent faire cas d'école à conviction du président du CNT de Guinée. Dans Sakourouma, présent récemment à Bamako, dans le cadre de l'enregistrement de l'émission Lampetiki, coproduite par l'ERTM et la RTG, nous a accordé une interview exclusive. Il apprécie la dynamique coopération entre la Guinée et le Mali en insistant sur les changements en cours dans ces deux pays en transition. On l'écoute. D'abord, les aspirations, le peuple qui avait peur avant d'affirmer un certain nombre de dignités, un certain nombre de visions, de valeurs, n'a plus peur de s'affirmer. Ça, c'est un élément important, catalyseur pour les dirigeants à pouvoir aller encore de l'avant. Et l'autre chose qui est importante, c'est le Mali qui est en train de prendre son destin en main, faire face à ces menaces terroristes. Parce qu'en effet, tout ce qu'on fait pour toi, sans toi et contre toi. Et le peuple malien, j'ai la joie et d'ailleurs le bonheur de constater, parfois même je suis jaloux, parce que le peuple malien est un peuple résilient, motivé, et qui s'assume derrière ses dirigeants. Et c'est pour vous dire clairement que ce qui est en train de changer, c'est les mentalités. C'est extrêmement important. Tout changement profond doit passer par le changement de mentalité ou doit aboutir à un changement de mentalité. Soit ça commence par le changement de mentalité ou ça termine par le changement de mentalité. Et l'autre réalité, c'est l'assurance que les nouveaux dirigeants sont en train de donner au peuple par les actes qui sont posés sur le plan sécuritaire, en matière de réconciliation, mais aussi les réformes sur le plan administratif, sur le plan politique et sur le plan culturel. Voilà, l'invité de la semaine, c'est Dansa Kourouma, président du CNT de Guinée. C'est après la météo avec Ibrahima Traoré. Nous sommes presque à la fin de ce journal. Avant de le boucler, faisons ensemble le point Covid de ce 9 mars 2023. Un cas positif, 9 guéris, 0 décès, 42 personnes sont sous traitement. Et pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Ibrahima Traoré sera là demain à 20h. Le 13h sera une présentation de Barakissa Ouattara. Je vous souhaite une excellente suite des programmes en notre compagnie et un grand merci à nos téléspectateurs de Kouré Malé, de Kita et de Koutiala. Bonsoir à tous.